presidency was stolen. He is a courageous man, and he will become one day president of his country. I would like him to come forward and to deliver his speech. Bien, je voudrais à mon tour remercier les autorités ivoiriennes, tout particulièrement le président Alassane Dramane Ouattara pour avoir accepté d'accueillir notre 58e congrès et surtout pour toutes les dispositions pratiques prises pour faciliter nos travaux. Je pense que nous sommes là aussi pour rendre hommage au combat qu'il a mené pour l'avènement d'une Côte d'Ivoire démocratique, paisible. Je n'ai rien à vous apprendre, vous savez que ça n'a pas été facile. Mais il a persévéré depuis des années et grâce à l'aide de Dieu, il a pu avoir raison de nombreux obstacles qu'on a dressés sur son chemin vers la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Nous sommes heureux et fiers d'avoir un libéral à la tête de ce grand pays, qui est le moteur économique de l'économie ouest-africaine. Nous étions là au mois de mars et au nom de l'ALDEPAC, nous avions pris la parole pour lui rendre hommage. Il avait un avantage particulier que beaucoup de leaders, de chefs d'État cherchent. Il a a priori la confiance de la communauté internationale. Il a eu la confiance du peuple ivoirien qui a voté massivement pour lui. Mais à travers le monde, en raison de sa compétence, en raison de sa droiture, en raison de son expérience et en raison de sa fidélité aux valeurs libérales, il a beaucoup d'amis et de sympathisants. Je suis très fier puisque c'est ce 58e congrès qui devait prononcer l'admission de mon parti à part entière comme membre de la famille libérale. Je voudrais exprimer ma gratitude à l'international libéral pour avoir accepté ma candidature. Je voudrais juste parler, pour être dans le thème du secteur privé, la promotion du secteur de l'investissement privé et la solidarité sociale, de parler brièvement de mon pays, parce que nous avons souffert du socialisme pendant de longues années de la Révolution. Mon pays a la réputation d'être l'un des plus riches de la sous-région africaine, sinon le plus riche de la sous-région africaine. Il semble que nous détenons les 2 tiers des réserves mondiales de bauxite trouvées au monde. Nous avons le meilleur fer au monde, un fer de très bonne qualité. Nous avons de l'or, du diamant, une bonne pluviométrie, beaucoup de cours d'eau, on dit même que c'est le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. Mais en raison d'un manque de bonne politique, puisque le socialisme a montré ses limites un peu partout à travers le monde, le problème, les conséquences négatives de la mise en œuvre de ces politiques socialistes, ce n'est pas seulement les déficits des infrastructures, le manque de développement, c'est que ça laisse des mentalités qui sont difficiles à changer. Et on a essayé à plusieurs reprises de mettre en place une économie de marché avec l'appui technique et financier de nos partenaires au développement comme le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, l'Union européenne, la BAD et d'autres bailleurs de fonds. Mais il y a des résistances. On a fait 26 ans de révolution pour dire non, nous avons notre dignité, on n'a pas besoin des blancs, on n'a pas besoin de l'étranger, alors que la population souffrait. Je crois que se débarrasser de ce complexe constitue une difficulté majeure. Parce qu'à un moment donné, effectivement, on a instauré l'économie du marché, on a mis en place un cadre juridique et réglementaire cohérent avec l'économie du marché, nous avons privatisé les entreprises,
On a fait appel à des entreprises étrangères et dans le cadre du partenariat public-privé, dans le secteur de l'eau et de l'électricité, on a concédé la gestion de ces secteurs à des entreprises qui avaient des compétences qui étaient des entreprises privées. Mais très rapidement, on a renationalisé. Et ça nous a coûté énormément parce qu'aujourd'hui, jusqu'à présent, la capitale Conakry n'a pas d'énergie. Il n'y a pas d'eau courante. Et les infrastructures sont dans un état délabré. Donc nous sommes conscients du rôle dévastateur causé par justement le socialisme et surtout cette idéologie inculquée à une jeunesse pendant de longues années par un président éloquent et qui semblait croire aux vertus du socialisme scientifique. Aujourd'hui, nous avons 58% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Nous n'avons pas d'eau courante, nous n'avons pas d'électricité et toutes les autres infrastructures sont dans un état délabré. Je suis convaincu, comme vous tous, que la croissance, que le développement ne peut se faire qu'avec un secteur privé dynamique. Je voudrais rappeler, parce que beaucoup d'entre vous le savent, si l'État libéral social se fixe comme objectif de réduire les disparités, d'éradiquer les pauvretés, il faut que cet État libéral dispose de moyens. Ces moyens ne peuvent être fournis que par les entreprises privées. Il faut des entreprises compétitives, prospères pour payer des impôts à l'État, afin que l'État investisse dans le social, dans l'éducation, dans la santé, dans l'hydraulique villageoise, dans les pistes rurales, où la rentabilité n'est pas immédiate, n'est pas souvent évidente. Or, l'État libéral social, comme on l'a dit en 2007 à Dakar, je pense à le souci d'améliorer les conditions de vie de toute la population et surtout les populations vulnérables. Mais comment l'État libéral peut trouver ces ressources? Aujourd'hui, vous avez deux sources, mais en fait, il n'y en a qu'une. On dira c'est l'aide publique au développement et les recettes intérieures. Les recettes intérieures sont